Ouais. Donc, tu présentes les invités, toi, tes invités à toi, et puis éventuellement le conférencier. Je t'ai envoyé un petit cours, de biographie de lui à Jafar, c'est ça? Ouais. T'as lancé le YouTube? Oui, attends, j'ai lancé YouTube. Vas-y. Ouais, afficher la diffusion, copier le lien. Pardon, juste un instant, Rachid, parce que comme ça, même ceux qui sont sur YouTube peuvent le suivre. Moi, je partage. Non, je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. Ah, c'est bon, je l'ai. J'ai pu le copier. J'ai pu le copier. Le lien YouTube. Suivre la conférence. C'est bien ce Zoom parce qu'il m'a. Voilà, il m'a créé. Hop. C'est parti. Ah oui, on voit tout le monde là. Ok, parfait. Là, il est sur YouTube. J'ai envoyé le lien, on voit tout le monde là, sur YouTube. Très bien. On va démarrer alors. Je pense que ceux qui nous suivent sur YouTube, là, ils peuvent aussi nous entendre et voir même. Je vous remercie d'abord toutes et tous d'être là. Je commence par remercier Rachid, qui nous a aidés dans la préparation et la diffusion de cette conférence. Je remercie bien évidemment le conférencier Ahmed Abed, mais je reviendrai pour le présenter rapidement. Cette conférence sera faite exclusivement en français parce qu'on a beaucoup d'amis de l'association et d'ailleurs qui ne parlent pas kabyle, et le but c'est de partager avec eux cette histoire, ces pans d'histoire de la mazirité et du monde berbère. Cette conférence, elle fait suite à un cycle de conférences que nous avons décidé de faire depuis le confinement. C'est pas facile, on le sait, d'organiser, même pendant le confinement. Les gens, aujourd'hui, dans l'enseignement, dans le travail, tout était en télétravail. Je pense que certains souhaitent se déconnecter, même si on se dit que c'est facile. Mais on veut le faire pour ceux qui souhaitent découvrir. On choisit des thèmes en relation, soit avec un événement, soit avec des dates. Ce thème, on voulait le choisir à l'occasion de la journée des droits de la femme, des femmes. Bon, on est le 31, on est à la fin mars, on a réussi à l'organiser avant fin mars, rester dans le mois de mars. Et pour cela, on a essayé de tenir cette date qui coïncidait malheureusement avec le changement d'heure, on vient d'en parler, ce qui fait qu'un petit couac avec nos amis canadiens, voire même de l'Algérie, de la Kabylie, certains qui souhaitaient la suivre, ou même du Maroc. J'ai eu même des mails de la part de nos amis marocains. Voilà, la conférence est intitulée les femmes dans l'histoire amazigh, en berbère, Tilawin de Gmezrouy Amazigh. Et avant de présenter notre conférencier, on a eu un mail de la maire de Mulhouse, donc de sa secrétaire, qui nous disait, en raison d'un agenda fort contraint, il ne sera malheureusement pas possible à Madame le maire de Mulhouse de participer à la conférence en ligne ce dimanche. Le regrette sincèrement et vous prie de bien vouloir accepter ses excuses. Toutefois, Madame Sadia Zagoudis, conseillère municipale déléguée, la représentera. Je pense qu'elle est peut-être sur YouTube pour suivre la conférence. Notre conférencier, que je remercie de nouveau, Ahmed Abed, ayant complété des études en architecture, Ahmed est actuellement gestionnaire de projet de construction. Il a développé un intérêt pour l'histoire de l'Afrique du Nord, donc gestionnaire de projet de construction à la ville de Montréal, si j'ai bien compris. Il a développé un intérêt pour l'histoire de l'Afrique du Nord, particulièrement la période de l'Antiquité. Voilà pourquoi il est aussi notre intervenant, en connaissant cette histoire. Ahmed, ou avant peut-être, Rachid, tu veux dire un mot avant de laisser la parole à Ahmed? Oui, merci Jafar. Donc, je remercie aussi votre association pour cette louable initiative en partenariat avec la télévision kabyle basée à Montréal, TQ5. Voilà, c'était un plaisir d'avoir aussi Ahmed Abed. Ça fait longtemps que je le supplie. Rachid, tu peux pousser un peu le son, on ne t'entend pas trop bien. Ah oui, d'accord. Hein? Attendez. C'est bon comme ça? C'est bon? Voilà, c'est déjà mieux, merci. Donc, ça fait longtemps
que je véhicule ce souhait de voir Ahmed Abed nous donner une conférence. C'était prévu d'ailleurs avant le Covid qu'il nous fasse une conférence. Juste après le commencement du Covid, ça n'a pas été. Ben, c'est l'occasion. On va le faire via votre association, une louable initiative. Et je remercie aussi pour ceux qui sont venus assister à cette conférence. Et Ahmed Abed, ça a toujours été un plaisir de discuter avec lui. C'est un passionné de l'histoire. Il connaît vraiment bien l'histoire de l'Afrique du Nord et je dirais même du monde, de tous les pays du monde. Donc, maintenant, il va nous parler d'un sujet. Je pense qu'on n'a pas encore fini, comme l'a dit mon ami Jaffa. Mad Mas n'a pas encore, il est toujours là. Donc, c'est 8 mars, à l'occasion des femmes, mais aussi à l'occasion du printemps berbère, du double printemps berbère et printemps berbère. Il va me donner cette conférence sur les femmes à mesure dans l'histoire. Je te laisse la parole, mon cher Ahmed. Merci, Rachid. Alors, bonsoir à tout le monde. Il fait plaisir de me joindre à vous, partager un moment avec vous en rapport avec notre histoire collective, l'histoire de l'Afrique du Nord qui est assez vaste, qui cumule des chapitres assez exceptionnels à certains égards. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un chapitre sur la présence des femmes à travers notre histoire collective. On sait bien que durant toutes les périodes qui ont émaillé l'histoire nord-africaine depuis la proto-histoire, la préhistoire et la période historique, les femmes ne sont pas nécessairement très représentées pour différentes raisons, particulièrement le peu de sources qui ont été véhiculées ou qui ont été colligées depuis la nuit des temps. On essaie quand même d'apporter une petite lumière là-dessus, savoir la contribution des femmes à travers notre histoire. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est plus un moment de réflexion et un regard porté donc sur la présence féminine à travers l'histoire, surtout un élément de vulgarisation. Je n'irai pas dans le détail des choses pour chacun des personnages que je vais présenter. C'est les situer à un moment donné de l'histoire, qu'est-ce que ces personnes-là ont amené, c'est quoi leur présence, et aussi permettre peut-être de les connaître un peu mieux, sans aller, comme je vous disais, dans le détail de chacune de ces personnes-là. Alors, comme vous savez, bon, la position des femmes dans notre histoire, évidemment, on pourrait déjà commencer par le mythe de la femme et du mythe de la fécondité à travers les siècles, comment elle a été représentée. Au départ, nous avons le grand mythe de Phénix, qui a été rattaché aux Phéniciens, mais qui à l'origine, en réalité, est un mythe tout à fait amazigh, qui est rapporté par les Grecs en parlant d'Athéna qui est née au lac Triton, qui correspond actuellement au Chott, le lac salé de El Djerid, qui est à la frontière algéro-tunisienne. Donc ça, c'est un fait connu que les Grecs ont adopté à travers le récit de Hérodote, qui nous explique qu'à une certaine époque, les jeunes filles berbères organisaient un concours pour désigner la fille la plus valeureuse, la plus courageuse, la plus belle. Et elles combattaient comme des guerrières jusqu'à désigner au final celle qui représente, disons, la guerrière la plus accomplie. On décrit ces femmes guerrières, leur arme, et à partir de là, donc, elles se protégeaient avec une armure qu'on appelle l'égide, et ce terme-là provient d'un terme berbère que pour les gens qui comprennent la langue,
ça vient du mot hérite. Hérite qui servait donc la peau de chèvre ou de bouc, qui servait à façonner les boucliers ou les protections, disons, les armures. Et c'est ce terme-là qu'on retrouve chez les Grecs sous le nom d'égide. Et cette égide-là est un des apparats de la déesse Athéna. Et il a été représenté, évidemment, Athéna était une inspiration de différentes façons, au niveau sculptural ou au niveau de la peinture, comme était représenté à différentes époques, comme par Sandro Botticelli, par Rembrandt, par Gustav Klimt, etc. Le mythe de Thénit, le mot Thénit vient on le retrouve, évidemment, c'est l'expression des envies de la femme enceinte. Ce mot-là, Thénit, on le retrouve également en Égypte, dans le delta du Nil, qu'on appelle en fait la partie de l'Égypte qu'on appelle l'Égypte blanche, qui était à l'origine peuplée majoritairement par des Amazirs. Il y a un temple qui était dédié à la déesse Nit. Cette déesse-là, en fait, c'est la même représentation que la déesse Nit nord-africaine, que les historiens, plus tard, particulièrement français, ont rattaché à un culte phénicien, alors qu'en Phénicie, ce nom-là n'était pas connu, il était plutôt attitré à la déesse Astarté, grecque, du nom grec Astarté, mais qui en réalité c'est le nom sémitique de Ishtar, qui était la déesse de fécondité, qui était la plus connue et la plus vénérée. C'est ce nom d'Ishtar qui a donné le nom plus tard le nom Esther qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, usité à travers le prénom féminin. Si je reviens donc à la déesse Nit, le mot Nit, en fait, c'est une altération du terme Thénit ou Thinit par la tombée du préfixe Ter ou Thi, qui a donné donc Nit. On voit qu'à travers l'Afrique du Nord, ce mythe de fécondité était relié donc évidemment aussi bien en Égypte qu'en Afrique du Nord, et il avait sa valeur assez symbolique. Maintenant, dans notre parcours historique là, concernant les femmes, j'ai retracé, disons, à partir d'un personnage le plus lointain possible dans l'Antiquité, c'est la personne d'Énoé. C'est une princesse amazigh qui vivait dans la ville de Volubilis ou Walili en Tamazight. Walili, c'était la résidence secondaire du roi Juba II qui régnait sur la Mauritanie césarienne. Sa capitale était connue pour être Césarière ou l'actuel Cherchel. Le roi Juba II, comme on le sait, a été élevé par les Romains suite à la mort de son père. Il avait 5 ans, il avait été donc emmené comme captif. Et c'est là qu'il avait rencontré également une autre captive, celle qui est devenue plus tard sa femme, qui est Cléopâtre Sélénée. Donc, ils ont été élevés dans la tradition romaine. C'est un homme de culture. On sait qu'à travers des écrivains de l'Antiquité et plus loin aussi, qui nous rapportent à travers des témoignages des œuvres malheureusement perdues de Juba II, sur lesquels ou plutôt dans lesquels il aborde plusieurs thèmes allant l'histoire nord-africaine. Il avait un traité aussi sur la peinture, sur les arts, sur les habitudes des éléphants, etc., sur la botanique également. Donc, Oualili, cette ville qui se trouve au Maroc, où des ruines persistent encore jusqu'à maintenant, cette Énoé descendait donc de parents riches et éminents, et
elle est, bien que son nom soit, comment je pourrais dire, il est plus de déclinaison grecque, mais son véritable nom, Amazir, est Asnoufa. Donc, cette Asnoufa-là est une des premières personnes qu'on retrace dans l'histoire nord-africaine dans le milieu amazir. La deuxième personne, ce serait la femme de Ptolémée. Pourquoi cette personne-là n'est pas nécessairement quelqu'un qui a brillé par quelques actions particulières. Le seul fait de la nommer, elle s'appelle Julia Urania. D'ailleurs, on voit que le nom n'est pas nécessairement de déclinaison amazir. C'est la femme de Ptolémée. Et Ptolémée, pourquoi Ptolémée? Parce que Ptolémée est le dernier roi amazir qui représente la dynastie Massile, c'est-à-dire la descendance de Massinissa et ses ancêtres. Et on sait que Ptolémée a connu une fin tragique. Il a été assassiné par Caligula lors d'une fête que l'empereur romain donnait à son honneur, évidemment. Et ça se passait à Lyon, donc en Gaule. Pourquoi? Parce que semble-t-il que Ptolémée est arrivé tellement avec une toge rouge impériale que les gens le prenaient pour l'empereur, ce qui a évidemment eu l'heure de déplaire à Caligula. Et cet impair-là, si je peux m'exprimer ainsi, lui a valu d'être assassiné. Voilà donc pour cette deuxième personne qui est retracée dans notre histoire collective. Maintenant, je passe à d'autres personnes dans la période, là on est au début de la chrétienté, deux personnages quand même assez symboliques, surtout pour le monde chrétien, parce qu'elles représentent, je parle de Perpétue et Félicité, qu'on appelle aujourd'hui Sainte Perpétue et Sainte Félicité. Ces deux personnes ont connu un destin tragique parce qu'elles étaient deux jeunes filles, quand même assez jeunes. Perpétue avait 22 ans. Elle venait tout juste d'accoucher, elle avait un jeune enfant. Et sa compagne, Félicité, elle était enceinte quand ils ont été emprisonnés par le pouvoir romain. Les Romains, à l'époque, évidemment, assuraient une persécution envers les chrétiens. Ils n'acceptaient pas donc le dogme chrétien qui était naissant. Et disons que l'Afrique du Nord était une région du monde où il y avait une ferveur à la croyance chrétienne naissante. Plus tard, on sait que l'Afrique du Nord a donné beaucoup de grands penseurs et pères de l'Église dans le monde chrétien. Alors, l'image la plus forte est celle de Saint Augustin, mais il y en avait énormément d'autres, comme Arnold, Lactance, Saint-Cyprien, et puis plus tard, tous les écrivains donatistes également. Que l'Église chrétienne garde un silence sur ces écrivains, même s'ils étaient très talentueux et très virulents dans leurs écrits envers le catholicisme romain. Donc, Perpétue et Félicité ont connu une fin tragique. Ils ont été condamnés à être exécutés dans les jeux du cercle, comme livrés aux animaux, livrés aux bêtes sauvages, comme ce que faisaient donc de coutume les Romains envers ceux qu'ils condamnaient. Donc, ils ont été condamnés et ils ont été livrés donc à Carthage, au cirque. Ils ont été livrés à des animaux, entre autres une vache enragée, d'après ce que disent les textes, et d'autres bêtes féroces comme panthères et des ours également. Donc, ils ont connu une fin terrible. Ça se passait, leur fête maintenant par l'Église catholique est célébrée le 7 mars. Voilà donc pour cette période-là qui était marquée par beaucoup de sacrifices au niveau des croyants chrétiens qui ne voulaient pas abjurer leur foi.
les différents empereurs de l'époque, parmi eux Septime Sévère, le Vizir, donc ont persécuté beaucoup de personnes, aller jusqu'à, si on n'abjuge pas, comme l'exemple de Saint-Cyprien, par exemple, lui ne voulait absolument pas renier sa foi et il a été lui aussi exécuté par le pouvoir romain. Maintenant, je passe à une autre personne qui est évidemment une personne assez marquante dans l'histoire parce qu'elle est la mère de Saint-Augustin. Elle s'appelle Monique, ou plus tard, elle a été canonisée, elle est devenue Sainte Monique. Monique, de son vrai nom est Mouna. C'est son nom berbère ou nom amazir. Mouna, provient évidemment de la racine moune qui réfère à Amon ou Amen, le dieu du panthéon, le dieu suprême du panthéon berbère qu'on retrouve exprimé ou représenté sur des gravures rupestres ou des peintures avec un bélier corné qu'on retrouve également représenté de la même manière en Égypte parce que dans l'Antiquité lointaine, beaucoup donc de mythes qui faisaient partie du panthéon égyptien provenaient des croyances berbères anciennes, tout comme ils ont été aussi adoptés par les Grecs. Les Grecs avaient un panthéon quand même assez phénoménal, que les Romains ont dupliqué plus tard, bien sûr. Et donc, Sainte Monique est née vers 332. On sait que à cette époque-là, déjà, le christianisme était toléré parce que l'empereur Constantin avait en 313 émis un édit qu'on appelle l'édit de Milan, qui était l'édit de tolérance qui permettait donc aux croyants, qu'ils soient chrétiens ou autres, de pratiquer leur religion. Donc, Constantin étant lui-même converti, et à partir de cet édit-là, qui permettait donc la pratique religieuse, particulièrement en Afrique du Nord, le culte chrétien, pour le célébrer, on avait débaptisé la ville de Cirta pour lui donner le nom de Constantine à son égard. Ça, c'était déjà, il y avait le schisme entre l'Empire occidental et l'Empire oriental chrétien. Et de l'autre côté, l'Empire chrétien d'Orient lui a dédié le nom de Byzance également sous le nom de Constantinopolis. Alors, la mère de Saint-Augustin était née à Soukaras, à l'époque d'Ageste. Donc, Saint-Augustin réfère à elle, c'est lui qui donne le plus d'informations sur sa mère dans son livre Les Confessions. Elle a donc élevé son fils et son souci était de l'éduquer et de faire de lui un homme qui peut, s'affirmer dans la vie. Et c'est de cette manière-là, donc, Saint-Augustin a commencé son instruction au niveau de Tagas, ensuite à Mador, ensuite à Carthage. Puis après, il est parti à Rome, là où il a été converti. J'ai parlé donc de Mouna, qui est le nom d'origine de Sainte Monique. Ce nom-là a été, latinisé en Monica, donc c'est ce qui a donné le nom de Monique en français. Et à partir de là, donc, ce nom-là a été gardé, a été adopté par l'Église catholique et plus tard, évidemment, Monique a été canonisée sous le nom de Sainte Monique. Un autre personnage aussi maintenant qui apparaît dans notre histoire, c'est le nom de Syria. Syria était la sœur de Firmus. Firmus est un prince berbère
qui a combattu les Romains entre 372 et 375. Il avait animé une révolte absolument extraordinaire au point que le pouvoir romain lui a envoyé ses meilleurs généraux pour le combattre. Et Syria, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu tous ses bijoux pour s'impliquer dans la révolte avec son frère, afin de pouvoir acheter des armes, afin de payer des mercenaires également qui s'étaient joints à la révolte. Et elle était tout le temps présente auprès de son frère lorsque celui-ci, évidemment, engageait des batailles. On sait que Firmus était un résistant dans la lignée de Jugurtha et de Tacfarinas et des grands héros amazirs qui ont combattu particulièrement les Romains. Firmus avait réussi à un moment donné à enlever aux Romains Alger, qui s'appelait Icosium, dont le nom ne vient pas, comme dit la littérature, du nom Icosime phénicien, mais plutôt il réfère plus à Agousim qu'à Icosim. Icosim qui veut dire le rocher aux mouettes. Ça paraît quand même assez un peu farfelu. Il y a un rocher aux mouettes qui donnerait son nom ou son toponyme à une ville. Donc, dans cette révolte absolument extraordinaire, Firmus avait réussi quand même à rameuter beaucoup de gens autour de lui parce qu'il y avait les paysans qui étaient oppressés par le pouvoir romain. Et aussi dans cette révolte de Firmus, dans laquelle s'est affirmée sa sœur Syria, il y avait également les réfractaires du donatisme qui se sont joints à lui au point de mettre vraiment le pouvoir romain en difficulté. De là, évidemment, l'intervention des meilleurs généraux romains pour le combattre, et ils ont réussi à corrompre ses frères. Donc, les frères de Firmus se sont battus aux côtés des Romains contre leurs propres frères. Ce qui est arrivé, par exemple, à son propre frère également, Agildan, qui s'est mis à un moment donné, une fois que Firmus a disparu, c'était lui qui avait pris le contrôle. Il s'est, confronté à ce pouvoir romain dominateur au point de prendre une décision assez courageuse à son époque, c'est de bloquer toute la flotte annonaire. La flotte annonaire étant celle qui alimentait les Romains, qui assurait plutôt le transport du blé à Rome. Et lui aussi a fini par être combattu et tué également. Firmus n'a pas été tué, c'est lui-même qui s'est suicidé pour ne pas tomber entre les mains des Romains lorsqu'il voyait que sa cause était perdue. À partir de là, j'aborderai peut-être brièvement une grande personne de notre histoire, qui est celle de Dhihya. Là, on arrive à la période de la conquête musulmane. Dhihya avait succédé à Aksil lorsque celui-ci est mort au combat, après avoir affronté les Arabes pendant 5-6 ans environ. Donc, elle a réussi à prendre le relais, à solidariser le monde, enfin les différentes tribus autour d'elle, les unir, et affronter donc les armées musulmanes qui arrivaient renforcées par des contingents de différentes nationalités. Il y avait des Syriens, des Perses, surtout des mercenaires aussi, qui venaient pour compléter cette conquête qui n'avait pas réussi des années auparavant. L'exploit de Dhihya, c'est au-delà de cette union qu'elle a su créer autour d'elle et cette unité qui a fait une force, qui a résisté à cette invasion, c'est d'avoir eu l'intelligence de pouvoir structurer sa résistance au point que la première rencontre qu'elle a eue avec les armées musulmanes, qui étaient extrêmement bien équipées, qui étaient nombreuses,
elle a eu le mérite de pouvoir donc encourager et galvaniser ses troupes. Et lors de la bataille de Mesquiana, elle a réussi à écraser cette armée d'invasion au point de faire d'elle l'héroïne que tout le monde maintenant évidemment connaît son histoire. Cette héroïne qui a porté haut la fibre nationaliste dans le sens de la défense de la patrie, même si on l'accable de tous les noms en disant qu'elle a par la suite appliqué la politique de la terre brûlée. Enfin, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Il faut savoir peut-être faire des synthèses à cet égard-là. On prétend que Kahina était de confession juive. C'est un élément qui prête quand même à discussion et dont personnellement je ne suis pas sûr. Cet élément-là est rapporté par Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a écrit l'histoire des Berbères vers 1375. C'est ce qui fait à peu près un saut dans le temps de 7 siècles. C'est un peu sur des oui-dire, sur des traditions orales. Et puis encore, Ibn Khaldoun n'a pas affirmé définitivement que Beria était de confession juive. On prétend, on dit. Sur évidemment, cet élément a été comment dire, récupéré par des écrivains, dans un contexte autre qu'historique. Souvent, ce que je déplore, c'est la récupération au niveau idéologique. D'abord, oui. Est-ce qu'il y a une question, peut-être? J'ai entendu quelque chose. Non, je pense que c'est Louisa. Mohamed, il faut couper votre micro, je pense. On demande de couper les micros pour ceux qui n'interviennent pas. Parce que... Donc, si je reviens donc à Dihya, ce nom de Kahina lui a été octroyé par les Arabes après la défaite de la bataille de Mesquiana. On disait qu'une armée musulmane ne peut pas être battue par une femme. Elle ne peut être dotée que d'attributs, disons, surnaturels. Donc, elle doit être une devineresse, une prophétesse, une sorcière pour pouvoir. Il possède des pouvoirs surnaturels qui lui permettent donc de défier comment dire, des puissances avérées, ce qui lui permet donc de vaincre une armée comme celle de l'armée musulmane qu'elle a battue à la bataille de Mesquiana. Bien sûr, cet élément-là continue à prêter à controverse et à discussion. Personnellement, je ne crois pas que dans la tradition judaïque comme telle, dans l'histoire, on ne retrouve pas nécessairement des femmes aux commandes dans la tradition judaïque, à travers l'histoire des Hébreux. Si on revient au plus lointain de l'histoire du temps de Salomon, David et compagnie, il n'y a pas de personnalité féminine qui était à la tête d'une communauté ou qui était dotée de pouvoir quelconque, qui faisait d'elle une souveraine ou commandeur d'une tribu ou quoi que ce soit. Les seules personnes qui sont citées quelque part dans l'histoire qui a trait au peuple hébraïque sont le nom de Ruth et de Esther, et qui n'ont absolument rien à voir avec un commandement militaire ou un pouvoir royal ou de souverain, enfin qui puisse nous laisser croire que dans la tradition juive, une femme peut accéder à un rang tel comme Dihya l'a été. Et la preuve que, contrairement à ce qu'on dit, on peut amener une preuve à cet égard-là, parce que Dihya n'est pas la seule femme qui s'est affirmée dans le monde amazigh. Il y en a d'autres, d'ailleurs qu'on va voir quelques-unes, on va parler d'autres personnes qui se sont affirmées comme ça, comme femmes.
et qui était à la tête ou commandait comment dire, soit des communautés, soit des armées. On le verra un peu plus loin. Ce qui me permet de dire que Dehiya était plutôt amazigh, et c'est dans la tradition amazigh que les femmes s'affirment au point d'atteindre un degré de commandement, comme Dehiya l'a exprimé, et plus tard, mettons comme Fatma Soumer ou comme d'autres personnes, à différents endroits du territoire nord-africain. Voilà, brièvement, donc, par rapport à Dehiya comme tel, évidemment, il y a beaucoup d'écrivains qui ont abordé son histoire, particulièrement Gisèle Halimi qui a écrit un livre sur elle. Marek Alter également a évoqué Kahina dans un écrit, et d'autres également, bien sûr. Donc, j'en voudrais plutôt dépasser le cadre idéologique des interventions, la récupération également, et garder Dehiya dans le patrimoine amazigh, ce qui lui revient de droit et qui est une légitimité historique. Maintenant, je passe à une autre personne qui s'appelle Florinda. Qui était cette Florinda? Florinda était une comtesse ou princesse au 8e siècle. Elle était la fille d'un commandeur ou un gouverneur, si on veut, un gouverneur d'origine des Masmouda. Donc les Masmouda sont des amazirs marocains. Il était gouverneur de la province de Ceuta, comme on l'appelle aujourd'hui. Et Ceuta était où Ceuta, c'était un des derniers bastions chrétiens en Afrique du Nord. Donc, pour garder, comment dirais-je, la fidélité de ce gouverneur-là, alors le prince régnant en Espagne lui a demandé de lui envoyer, ça se faisait, c'était une monnaie courante dans le temps, on envoyait toujours un otage, que ce soit en Grèce, à Rome, ou l'écrivain Polybe, par exemple, l'historien Polybe était un otage grec chez les Romains. Donc, Florinda a été envoyée par son père à titre de garantie de fidélité, et évidemment comment dire, pour exprimer, comme je disais, donc la fidélité de Julian, du prince Julian au gouverneur Julian, à Roderick. Mais ce qui s'est passé, c'est que Roderick ne s'est pas contenté de garder l'otage, il a abusé d'elle. Il a abusé d'elle et quand son père quand la nouvelle est parvenue à son père, évidemment, comme n'importe quel père, évidemment, c'était ce qui signifiait son déshonneur et son appel de vengeance. On prétend que, dû à cette forfaiture de Roderick, le gouverneur Julian a tout fait pour faciliter l'arrivée de Tariq Ben Ziyad, évidemment le conquérant amazigh qui a ouvert l'Espagne et qui a donc conquis la péninsule ibérique. Alors, on dit que à cause de cet événement-là, que le gouverneur Julian s'est mis du côté de Tariq et qui lui a facilité l'accès et l'a aidé à parvenir en Espagne. Donc, cette Florinda nous amène à penser comment est-ce qu'un événement comme celui de son viol a contribué à la conquête de l'Espagne. Maintenant, est-ce que tout cela est vérifié, tout ce que là, les écrits témoignent de ces événements-là. Maintenant, où est la vérité? On laisse toujours cela, comment je pourrais dire, à chacun de l'interpréter à sa manière. Maintenant, je passe à une personne quand même assez marquante, qui était, qu'on appelle Zineb Tefsnaout ou Zineb Nefzaouia.
c'est qui cette Zineb? Zineb est une dame qui était l'épouse de Youssef ben Tashfin. Youssef ben Tashfin était évidemment le grand conquérant almoravide qui était le fondateur avec sa femme de la ville de Marrakech. Marrakech étant la capitale à ce moment-là de la dynastie almoravide. Zineb Fefzdouth est la fille d'Ibrahim Nefzaoui, ou Anfzaou. Elle est née en 1039 dans le village d'Armat, au pied de l'Atlas marocain. Son père était un riche marchand qui à cette époque-là, a marqué quand même son époque par le fait qu'il lui a offert une éducation de qualité de telle manière à ce que sa fille puisse acquérir, disons, les connaissances les plus avancées à son époque. On la décrivait ainsi. À cette époque, il n'y en avait pas de plus belle, de plus intelligente ou de plus spirituelle qu'elle. Avant d'épouser Youssef ben Tashfin, on appelait Youssef Agh Tashfin Azinag ou le Sanhaji, Youssef ben Tashfin était son quatrième époux. Donc, avant d'épouser ce souverain, elle a connu d'autres personnes, d'autres personnages, si on veut dire. Zineb était la concubine de Youssef ben Ali. C'est qui ce Youssef ben Ali? Il était un chef de tribu, un nazir, proche d'Armat. Mais cette union n'a pas duré du fait que Zineb avait un caractère très fort, très affirmé, comme on dit, un caractère bien trempé. Youssef ben Ali ne pouvait pas s'accommoder de ce caractère, il ne pouvait pas assez soumise à ses goûts. Donc, leur union a pris fin, ils se sont séparés. Zineb, par la suite, s'est unie à un autre personnage qui s'appelle Lokot el-Maghraoui. Celui-là était un souverain d'une province et il était un riche personnage. Donc, après, lors d'une bataille, il perdit la vie. Et Zineb s'est retrouvée à la tête de sa fortune. Donc, elle a hérité de la fortune de son mari, qui était donc son deuxième époux. Par la suite, en 1068, Zineb épouse une autre personne, un autre personnage plutôt, Abou Bakr ibn Omar, qui était le roi et fondateur du mouvement almoravide. En fait, c'est lui qui avait fondé le mouvement almoravide avant que Youssef ben Tashfin en prenne le commandement plus tard. Abou Bakr, à un moment donné, il y avait des troubles au niveau du Sahara, au niveau du désert. Il a été appelé pour aller mater une rébellion. Il a passé environ une année, sachant que Zineb ne voulait pas l'accompagner durant le désert, durant la campagne de ce désert-là, la campagne au désert, pardon, excusez-moi. Il avait réfléchi à sa cause et il lui a conseillé donc de se séparer d'elle et en place de prendre pour mari Youssef ben Tashfin, qui était son cousin. Et c'est ainsi donc qu'il est parti mater sa rébellion. Et Zineb a pris pour mari donc son quatrième époux, qui était Youssef ben Tashfin. Au bout d'une année, Abou Bakr est de retour et il voulait reprendre sa femme. Sauf que là, ça ne marchait plus. Là. Elle lui a dit, là maintenant, je suis à côté de Youssef. Il serait mieux que tu retournes au désert. Et de concertation avec son mari, ils lui ont payé la traite. Ils lui ont offert un cadeau royal qui ne pouvait se refuser et qu'il a accepté évidemment. Puis
il est retourné avec son bonheur et son cadeau dans le désert et Zénoub est resté avec Youssef. Alors, on dit de Zénoub que c'est une personne, évidemment, avec un caractère extrêmement... elle était brillante comme femme. Elle s'est imposée au point que durant la période d'Almoravid, les femmes ont atteint un certain degré de, comment dire, de liberté grâce à elle. On dit d'elle également qu'elle a été une grande conseillère dans toutes les batailles ou les conquêtes que Youssef Ben Tashfin allait faire, et aussi à la création de la capitale qui est à Marrakech. Elle faisait partie en fait, ces idées on a tenu compte plutôt de ces idées pour concevoir les plans et bâtir la ville de Marrakech. Vous savez que le nom de Marrakech vient de l'étymologie de Marrakech, veut dire Amour Yakouch, et Amour Yakouch, c'est Amour Yakouch, c'est en fait la part de Yakouch qui, dans cette partie nord-africaine, Yakouch référait à Dieu. Donc, c'est la part de Dieu. C'est le mot donc, de Amour Yakouch qui est devenu Marrakech par corruption et qui a donné le nom de Maroc plus tard. Alors voilà, donc grâce à elle, d'ailleurs, durant la période almoravide, quand je parle de cette période qui a amené une certaine liberté, une certaine, une certaine émancipation des femmes, ça s'est reflété parce que plus tard, lors de l'arrivée des Almohades, particulièrement de Ben Toumert, qui est un orthodoxe très, très rigoureux, disons, très porté sur la rigueur des mœurs, etc. On raconte que lorsque Ibn Toumert est arrivé à Vigaïf, par exemple, à Bougie, il était offusqué et scandalisé d'avoir trouvé des femmes qui faisaient partie d'un orchestre de musique. Il a été chassé de Vigaïf, comme il a été chassé de Tlemcen pour les mêmes raisons. Et également à Fès, il a été poursuivi parce qu'il commençait à haranguer une princesse almoravide qui était à cheval et qui passait en ville sans escorte. Donc on raconte certaines choses comme ça de Ibn Toumert. Ibn Toumert, évidemment, était une espèce de comment je pourrais dire, d'exalté. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire au niveau de l'Afrique du Nord, c'est cette passion religieuse qu'on retrouve à toutes les époques. L'exaltation d'Ibn Toumert est la même que celle de Tertullien, par exemple. Tertullien, qui était un grand exalté chrétien qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, qui a écrit un tas de livres sur passablement de choses, et parmi lesquels il est l'auteur d'un livre qui concerne le port du voile par les femmes. Donc le port du voile n'est pas nécessairement une invention comment dire, récente, elle remonte très loin. Et l'exemple de Tertullien avec son récit, avec son livre plutôt aussi bien sur le port du voile par les femmes, sur le mariage des chrétiennes avec des chrétiens et non pas avec des païens, l'interdiction des jeux de cirque, la coiffure, les bijoux, les parures de femmes, etc. Il avait abordé tout ça et puis on reconnaît la rigueur et la limite l'obscurantisme d'un personnage très célèbre. Donc, cette période d'Almoravide a quand même permis, grâce à Zeynep, d'ailleurs, on souligne ça, cette Zeynep Nefzaouia ou Zeynep Nefzaout, a amené une dimension spirituelle, mais aussi au niveau de l'évolution de la société par rapport à sa vision envers les femmes. Une autre personne maintenant qu'on appelle Hafsa bint al-Hajj, dite Al-Rukuniya. Al-Rukuniya, elle est née à Grenade. Grenade, vous savez que Grenade a été, au départ, Grenade c'était une petite bourgade. Avant l'arrivée, Grenade a été, en quelque sorte,
je dirais pas restaurer, mais je dirais que Grenade, je m'excuse, a été plutôt est venu au monde quelque part avec l'arrivée des Irides. Et les Irides est une dynastie africaine dont Boulogne, par exemple, étant celui qui a restauré Alger, relevé Alger de ses ruines. La dynastie des Irides, donc, c'est une dynastie qui a donné toute la descendance qui s'est, comment dire, affirmée avec aussi bien Boulogne, sa descendance à lui, les Hamadites à Biaïef, etc. Donc, cette fille, qu'on appelle Rukuniya, elle est la fille de Hajj Rukuni, qui est un noble amazigh, donc, est très riche, qui possédait une certaine influence quand même à Grenade. Et c'était un personnage très respectable, donc très connu. Et donc, c'était la période dont je parlais tantôt, c'était la période almoravide. Donc, selon la majorité de ces biographes, on dit d'elle qu'elle a passé son enfance et sa jeunesse dans un contexte d'agitation politique qui marque, évidemment, qui a amené la chute de la dynastie des Almoravides et l'avènement du califat des Almohades. On a su que l'arrivée des Almohades n'a pas été nécessairement, même s'ils sont, comment dire, ils ont laissé un énorme impact au niveau architectural en Espagne, par exemple, à travers des différentes constructions de mosquées, de palais, etc. Mais au niveau de la pensée et des comment dire, au niveau des arts comme tels, ou je parle de la poésie ou j'ai perdu mon mot, je m'excuse. Au niveau plutôt de la pensée philosophique, tiens, c'est ce que je cherchais. Les Almohades ont brillé évidemment par la persécution de certains penseurs. Donc, c'est ce qui a amené plus tard la décadence de la civilisation musulmane en Espagne. Donc, si je reviens à Rukuniya, elle, c'est dû à son rang, elle bénéficie donc à une éducation de qualité, son talent, sa culture, sa beauté, lui gagne rapidement une place à la cour. Ses écrits lui valent une renommée au-delà de la ville de Grenade. Donc, Hafsa se lie avec un poète qui était connu à son époque, Ja'far Ben Saïd, avec qui elle partage évidemment une passion. Leur relation a culminé avec des échanges de poèmes amoureux qui sont parvenus évidemment avec la tradition jusqu'à aujourd'hui, qui nous est donc parvenu. Des membres qui partageaient également avec des membres de leur cercle littéraire et aussi ont été inspirés par leur liaison. Hafsa a connu un très grand succès. À travers ce succès, donc, à un moment donné, elle est partie avec une suite, elle est partie à Rabat, au Maroc, avec des poètes et des nobles, où elle tenait des salons littéraires. Ses poèmes ont été extrêmement appréciés et, entre-temps, évidemment, sa situation de couple n'allait pas nécessairement au meilleur, puisque avec quand la dynastie des Almoravides, et puis avec tout ce qu'elle comportait comme liberté, comme s'est écroulé, la rigueur almohade s'est imposée, et donc il y a comme une perte, comment je pourrais dire, une perte
ou du moins, il y a plus une rigueur qui s'est installée, qui a un petit peu atteint les cercles, qu'ils soient littéraires, philosophiques. Comment je pourrais dire, il y a eu comme une chape qui s'est installée avec la rigueur religieuse qui a vu le jour avec l'avènement des Almohades. Alors, quand les Almoravides ont été battus et que le royaume almohade, plutôt que le pouvoir almohade s'est installé à Grenade en 1156, il y a un nouveau gouverneur donc, qui a été nommé à Grenade. Ce gouverneur-là, j'essaie de me rappeler son nom, là, c'est en tout cas, gouverneur Abu Saïd Othman. Voilà. Abu Saïd Othman, en voyant Hafsa, ben, il tombe amoureux d'elle. Cependant, il n'était pas de son goût, donc elle l'a repoussé. Et évidemment, cet événement probablement lui a créé énormément de problèmes. Alors, son amant qui était Abu Ja'far, lui, à ce moment-là, était pris un petit peu au dépourvu quand il a su cette histoire-là. Ça a créé, comment je pourrais dire, un problème au niveau de sa relation avec le gouverneur, d'autant qu'il était quand même assez proche de lui, il était comme son secrétaire, son conseiller. Alors, dans cette situation assez difficile, disons, l'amant de Hafsa a stigmatisé ou s'en est pris au gouverneur, ce qui lui a valu évidemment beaucoup de problèmes. Alors, Abu Ja'far, l'amant de Hafsa, s'est enfui pour se réfugier quelque part en dehors des atteintes du gouverneur. Mais malheureusement, pour lui, il fut capturé et emprisonné. Et par la suite, il a été condamné à la crucifixion. C'est comme ça qu'il est mort en 1163 à Malaga. Voilà. L'arrestation et le décès de a complètement atteint et démoli un peu Hafsa qui le pleurait à travers ses poèmes. Et donc, à un moment donné, tellement elle était déprimée qu'elle a délaissé complètement l'écriture et elle s'est réfugiée un peu elle s'est comme cloîtrée au fond de son désespoir. Plus tard, elle s'est retrouvée à Marrakech, où elle s'est adonnée beaucoup plus à l'enseignement elle a abandonné ses cercles littéraires et ses cercles de noblesse. Donc, elle s'est adonnée plus à enseigner aux jeunes. C'est surtout les membres de la cour dans laquelle elle était à Marrakech, à qui elle a donné donc. Elle a pris plutôt en charge l'éducation des princes almohades de cette époque-là. Voilà, donc une autre personne, elle s'appelle Fanou. C'est une princesse et en même temps une soldate de la dynastie almoravide également. Comme vous voyez, la période almoravide a fait apparaître plusieurs personnes, plusieurs femmes du moins, qui qui sont distinguées d'une manière ou d'une autre, soit comme poétesse ou comme écrivaine, ou comme princesse régnante, comme Zeynep par exemple. Fanou, elle était une fille
d'Omar ibn Yantan, et elle a été éduquée dans le palais des Almoravides à Marrakech. À cette époque-là, comme je disais, les femmes avaient plus de liberté et de responsabilité au niveau du roi, du moins de tout le royaume almoravide, plus qu'ailleurs dans d'autres contrées. Et tout ça, comme j'avais dit, c'était grâce un petit peu à ce mouvement qui a été initié par Zeynep Khaled Zaoud, qui a construit la dynastie au même titre, évidemment, que son mari. Donc, juste un instant, s'il vous plaît, je me suis trompé. Donc, oui, donc je disais, cette personne a été, s'est signalée par le fils, par comment dire, par sa prestance, comment dire, son éloquence également. Les Almoravides avaient, à cette époque-là, évidemment, avaient une puissance comment dire, qui leur a permis d'élargir leur conquête et de gagner donc des territoires et d'accroître leur puissance. Comment est-ce que, évidemment, avec le temps, le royaume a commencé à s'ébrécher, à perdre de sa puissance sous la poussée, et l'apparition des Almohades a fait en sorte de diminuer de leur puissance, et les Almoravides de plus en plus partaient du terrain. Le royaume des Almohades, lui, s'agrandissait. Ils avaient eu la chance d'avoir un grand commandeur militaire du nom d'Abd al-Mumin, qui était un grand, un grand stratège militaire, qui a permis aux Almohades de gagner des batailles innombrables. Et donc, à travers toutes les conquêtes que les Almohades ont fait, ils ont gagné la bataille à Oran, ils ont soumis Fès, Meknès, une bonne partie de l'Andalousie, comme je parlais tout à l'heure, comme c'est arrivé à Grenade. Et là, ils ont, comment dire, leur but, le but ultime, c'était la conquête de Marrakech. Marrakech, évidemment, était extrêmement bien défendue. Donc, les Almohades ont entrepris d'assiéger Marrakech. Ça a pris énormément ça a pris en fait 5 jours de combats sanglants là, avec des forces, dévouées au combat de part et d'autre. Et au bout du 5e jour, ils ont réussi à ébrécher la défense des Almohades et pénétrer dans l'enceinte de la ville. Quand ils étaient rendus à l'enceinte de la ville, évidemment, il y avait la citadelle royale, ou comment dire, la citadelle princière, si on peut appeler ça comme ça, qui restait à prendre. Et ce n'était pas évident parce qu'elle était évidemment bien gardée avec ses murailles et ses contreforts. Et c'est là que Fanou s'est distingué. Fanou s'est habillée en guerrier, elle a endossé des habits de guerrier. Et c'est en tant que guerrière qu'elle s'est mise à défendre la citadelle avec ses compagnons d'infortune. Ils se sont battus vaillamment jusqu'au lendemain. Et ils ont fini par céder, évidemment, devant la puissance des Almohades. Alors, parmi les historiens, certains rapportent que les Almohades ne parvenaient pas à conquérir la forteresse ou la citadelle, ils disent jusqu'à qu'une jeune femme plutôt almoravide, habillée en homme, ne soit tuée. Après sa mort, évidemment, la forteresse est tombée. Ça, c'est l'histoire de Fanou.
qui n'est pas très connu dans les annales historiques. On l'évoque ça et là de manière, comment dire, ce qui est remarquable dans beaucoup de cas, c'est le peu comment dire, de sources qui sont reliés à ces différents personnages. Donc, des fois, il y a des personnages sur lesquels on se base que sur des traditions orales qui sont rapportées évidemment à travers les âges. Une autre personne maintenant qui s'est signalée maintenant, c'est dans la partie algérienne des Aurès. Son nom, c'est Fatma Tazouart. Pourquoi Fatma Tazouart? Parce que Fatma Tazouart, c'était une rousse et on l'appelait ainsi. Son histoire, Fatma Tazouart, tiens, l'exemple d'elle, c'est une tradition, c'est la tradition orale horacienne qui la raconte. Fatma Tazouart fait partie de la tribu des Fafma. Et on dit d'elle évidemment que sa beauté est autant chantée que célébrée. Elle aurait vécu entre 1544 et 1641, c'est ça, dans les montagnes de Belezma, dans les Aurès. Elle serait issue donc d'une confédération, de la confédération tribale des Fafma, qui habitent aujourd'hui, du moins les habitants aujourd'hui se situent dans les régions de Marwana, de Arastayoun, de Mgawes et de Takhlint. Ces gens, du moins ces communautés-là, se réclament de la descendance de Fatma Tazouart. Et ils la célèbrent dans leurs chants et dans leur tradition. Donc, c'est une tradition qui perpétue sa mémoire. On dit d'elle qu'en 1566, elle a réussi à s'emparer de Marrakech, de Meknès et de Fès, parce qu'on dit d'elle que c'était une guerrière aguerrie, si bien qu'on lui attribue des pouvoirs surnaturels. Regardez encore une fois, comme dans les Aurès d'Iria à son époque, une autre femme des Aurès à qui on attribue des pouvoirs surnaturels parce que elle était réputée être une guerrière sans peur, qui réussissait à défier tous les dangers. Elle était aussi tellement intransigeante dans sa rigueur qu'on dit d'elle qu'elle a condamné et exécuté son propre frère, dont le nom est Sultan, je crois, si ma mémoire est bonne, parce qu'il contestait ses décisions. Et d'un autre côté aussi, elle a condamné à l'exil des sources disent son jeune frère, d'autres sources disent que c'est son neveu. Maintenant, comme on sait dans la tradition amazigh, la condamnation à l'exil est la pire des condamnations. Quelqu'un qui est proscrit de sa communauté, c'est le pire châtiment qu'il pourrait recevoir. On connaît le principe de la proscription en Kabylie, par exemple, qui a été appliqué à défaut de condamner quelqu'un à mourir, on l'exile. C'est le pire châtiment qu'il peut recevoir. Donc, Fatma Tazouart, on prétend d'elle qu'elle a réussi donc, cet exploit, mais cependant, on dit qu'il n'y a pas de source historique réelle qui témoigne de ses conquêtes, comme par exemple la prise de Marrakech, de Meknès et d'autres villes. Pourtant, on dit d'elle que, suivant des témoignages, il y a un poète marocain qui l'a décrit à travers un poème assez explicite qui relate donc, c'est un poète du XVIe siècle, qui relate donc ses conquêtes. C'est sur cette base-là qu'on prétend que Fatma Tazouart a
fait ses conquêtes et a laissé à la tradition donc tous ces événements qui se rapportent à son épopée. D'un autre côté aussi, on dit d'elle qu'elle elle a établi aussi une espèce, comment je dirais, de conseils de femmes basés sur le matriarcat, c'est-à-dire des décisions prises par les femmes au niveau. On voit encore une fois cette notion de matriarcat qui revient exprimée dans les Aurès, comme elle est exprimée chez les Touaregs, et comme elle est aussi remarquée aussi en Égypte à l'époque quand on évoque la déesse Néith du delta du Nil, à Saïs, où un temple lui est dédié, cette société-là, donc dans la base d'Égypte blanche, comme on l'appelle, était une société matriarcale également. Voilà, donc, évidemment, bon, on n'a pas nécessairement, comme je dis, on déplore évidemment le fait de sources incontestables qui témoignent évidemment ou qui nous relatent avec une certaine exactitude des événements qui se sont déroulés à une certaine époque. Mais les traditions orales, bien souvent, se basent sur des faits vécus, même si il y a comment dire, elles sont des fois, comment dire, jumelées à un peu d'éléments extraordinaires, à un peu de mythes. Et ça, on le rencontre un peu à travers l'histoire de tous les pays. Si on fait une allusion, par exemple, à la Mésopotamie avec l'épopée de Gilgamesh, il y a beaucoup de faits historiques, mais aussi il y a beaucoup d'imagination et de surnaturel qui sont alliés dans des événements qui sont reliés à l'épopée de Gilgamesh, par exemple. Maintenant, je passe à une autre personne qui est très connue chez nous, du moins en Kabylie, qui est Fatma Soumer. Fatma Soumer, évidemment, je n'irai pas dans tous les détails. Brièvement, Fatma Soumer a été à la tête de la résistance, la dame qui a galvanisé les troupes et les communautés qui ont résisté à l'invasion française. C'est quand même extraordinaire de voir une femme à la tête de cette comment dire, d'une communauté marquée par des différences au départ, mais qui se sont alliés pour confronter un ennemi commun, comme cela s'est produit à travers les âges, comme à l'époque la plus lointaine, à l'époque de Jugurtha ou à l'époque même de Massinissa et bien avant, de Mato, de Tacfarinas. C'est-à-dire que même s'il y a des différences entre, comme en Kabylie par exemple, les différents villages, les différents harouches, les différentes confédérations, mais lorsqu'il y a un danger commun, les gens finissent par s'allier, par affronter ce danger. Là, les Français sont arrivés quand même avec une force exceptionnelle. Ils détenaient une capacité d'armement que les Kabyles n'avaient pas. La différence dans l'armement, surtout la possession du canon, était quelque chose qui a marqué les esprits, qui a évidemment fait penser à la balance. Mais au-delà de ça, l'armée française qui est arrivée en Kabylie était dotée de 35 000 hommes, ce qui n'est pas peu. On a fini par vaincre la résistance du Djurdjura. On a surnommé Fatma Soumer la Jeanne d'Arc du Djurdjura. Et évidemment, Fatma Soumer a fini par... elle est quand même morte assez jeune, elle avait 33 ans lorsqu'elle est décédée. Les Français l'avaient emprisonnée à Tablat, dans le Kitri.
Fatma Soumer, elle est née en 1830 à Wurja. C'est un petit village qu'on appelle, je crois, aujourd'hui Abi Youssef. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. La commune. Pardon? La commune du village qui s'appelle Abi Youssef. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, merci. Et voilà, donc Fatma Soumer est une personne singulière. C'est quelqu'un que son père voulait marier, et ce à quoi elle s'est opposée, elle a refusé absolument de se marier à la personne qu'on lui désignait. Donc, elle avait aussi tout un caractère, c'est un caractère également bien trempé, comme on l'avait vu avec Zeynep tout à l'heure. Et donc, suite à ça, lorsque elle a refusé son premier mariage, son père voulait la marier à son cousin. Et oui, finalement, il la marie de force à son cousin, mais elle s'est refusée à lui. Elle s'est gardée dans son refuge. Elle a élu sa chambre en étant son refuge jusqu'à temps que la famille se fatigue. C'est pas après la mort de son père, elle est allée rejoindre son frère Taïeb, je crois, son frère Taïeb à Soumer. Et Soumer, c'est ce qui lui a valu donc le nom de Fatma Soumer. Jusqu'à temps que arrive le moment de la grande révolte qui était menée par le shérif qu'on appelle shérif Boubarda, à la tête de laquelle lui préparait donc ce mouvement. Il a initié ce mouvement de révolte contre les Français et auquel s'est joint Fatma Soumer, dont on connaît les exploits. Jusqu'à temps que la résistance fut vaincue par des forces françaises. Elle a été arrêtée et emmenée en captivité à Tablat, là où elle décéda en 1863, donc à l'âge de 30 ans. Voilà. Je n'irai pas plus loin, comme je vous ai dit, je voulais juste brosser des tableaux brefs comme ça de différents personnages, sans aller dans les détails, comme par exemple pour Fatma Soumer dans l'histoire est très connue, du moins en Algérie. Il y a même un film qui a été réalisé dernièrement. Je déplore juste le fait que ce film-là n'a pas été, comment dire, n'a pas été projeté, comment dire, pour lui donner au moins une reconnaissance ou pour que le personnage soit connu un peu partout à travers le monde. Et aussi, ce que je déplore aussi, c'est le fait de ne pas avoir eu des acteurs du terroir qui auraient peut-être symbolisé un peu plus le côté, je dirais peut-être le côté, je dirais pas nationaliste, mais le côté réel, autochtone, à défaut de... c'est mon opinion propre, mais j'ai déploré le fait que, par exemple, l'actrice principale, je crois que c'était une Syrienne ou quelque chose comme ça, au lieu de prendre quelqu'un du terroir qui pourrait s'exprimer en kabyle et, comment dire, refléter réellement un personnage de la communauté. Ça, c'est mon opinion personnelle. Une autre personne remarquable, c'est Madame Fatma El Mansour Amrouche, la mère de nos deux grands écrivains qui sont Jean Amrouche et Taous Amrouche. Taous Amrouche, la fille donc de Fatma, était la première écrivaine nord-africaine d'expression française. Et sa mère a connu toutes les déboires qu'un enfant, comment dire, à son âge, à sa prime enfance, peut connaître. Elle a eu toutes les misères du monde, évidemment. Cette femme a réussi
d'abord, d'une part, elle est une fille illégitime. Son père, enfin, le père qui l'a conçue, l'a abandonnée avec sa mère. Sa mère, une femme, se retrouvant évidemment avec un enfant illégitime, est passée par toutes sortes de situations absolument épouvantables. Mais cette femme est un bâton. Elle a réussi à passer à travers toutes ces épreuves absolument incroyables de son enfance. Donc, elle subit, au-delà de tout, elle subit la méchanceté des villageois avec de nombreuses violences. En 1885, sa mère la confia aux religieuses de la maison catholique des Wahhabiyans, pas loin de Tizi Ouzou donc. Mais elle n'était pas heureuse, elle était malheureuse, la pauvre, pendant que sa mère se remarie. Elle était vouée donc à son désespoir. En 1886, finalement, Fadma rentre au pensionnat, c'est une école laïque de Dartoufla, à formation à c'est là où elle a fini par passer son certificat d'études en 1892. Donc, au moins, elle commençait à avoir une instruction qui lui permettait de voir la vie autrement. Donc, elle retourne ensuite à son village, près de sa mère, qui lui apprend les coutumes et les savoirs traditionnels, notamment les chants et poèmes kabyles. C'est ce qu'elle a réussi à léguer à ses enfants, particulièrement à Jean Amrouche, qui chante les chants de Kabylie dans ses poèmes, et aussi à sa fille, dont on connaît le répertoire au niveau de ses chants et de ses écrits également. Donc, par la suite, évidemment, elle finit par partir en Tunisie, et donc elle retourne donc. C'est à partir de la Tunisie ensuite, elle se retrouve en France, etc. Et c'est là donc où ses enfants, notamment, comme je disais, l'écrivain Jean Amrouche, qui avait atteint une certaine notoriété à son époque, il était animateur d'une émission à l'ORTF qu'il a fini par abandonner pour se consacrer à son engagement pour l'indépendance de l'Algérie, ce qui lui a valu beaucoup d'inimitié et beaucoup d'insultes, beaucoup de violences, beaucoup d'écrits haineux à son endroit. On le traitait de lettré qui crache sur l'assiette qui le fait manger, en tout cas, etc. Et Taous Amrouche, quant à elle, sa plus grande déception a été le fait que le pouvoir algérien en 1968, lors de la tenue du festival panafricain, on lui a refusé l'accès et la participation à ce fameux festival où étaient présents plein d'artistes venant des quatre coins d'Afrique. Je n'irai pas plus loin donc par rapport à ces personnes particulièrement de la famille des Amrouche. Je vais terminer avec une grande dame des Touaregs qui s'appelle Dassine. Dassine est une princesse Touareg. Quand je parle de Dassine, pour résumer l'histoire de Dassine était particulière. J'ai pris un article qui a été publié par un journaliste sur Liberté. Le journaliste s'appelle Ali Bedrissi. J'ai trouvé que cet article-là vraiment résumait le tout, et si vous me le permettez, je vais vous le dire, de cette dame absolument extraordinaire. Alors, Dassine
Ould Hamma et Moussa Ayamstan, poète du regard. Moussa et Dassine s'aimaient d'un amour fou au début des années 1900. Un amour qui va survivre au temps et aux épreuves. Elle était princesse du regard, il était l'âme locale des Touaregs, liés par un amour aussi profond que le mystère des immensités désertiques, et aussi beau que le lever du soleil sur le mont Ilamen. Leur idylle a transcendé le temps pour nous parvenir plus d'un siècle après, dans le chant de leurs poèmes dédiés à l'immortalité de l'amour. Pourtant, rien ne destinait Moussa Ayamstan à la poésie. Né en 1867 dans une famille noble du regard, formé à l'art de la guerre, dès son jeune âge, il grandira dans le milieu désertique hostile et plein d'incertitudes. Son intelligence, sa culture et son charisme le conduiront à devenir l'homme de la Confédération du regard de 1905 jusqu'à sa mort en 1920. Il combattra les colonnes françaises qui voulaient soumettre les Touaregs. Dassine Ould Hamma, et non Ould Himma, comme l'a désigné certains, était la sœur aînée de l'âme locale qui a succédé à Moussa Ayamstan, à Hamour Ag et Himma, qui dirigea les tribus du regard de 1920 à 1941 et dont le fils Bey Ag Hamour sera le dernier vrai âme local du regard, de 1950 jusqu'à sa mort à l'hôpital Maillot à Alger en 1975. De noble lignée, Dassine sera connue plutôt comme poétesse et joueuse d'imzat. L'imzat, c'est un instrument de musique particulier des Touaregs. De noble lignée, Dassine sera connue plutôt comme poétesse et joueuse d'imzat. Elle était la plus belle femme du regard. Grande, le teint clair, légèrement brun, son visage est beau, ses yeux sont magnifiques, sa démarche est élégante et elle est d'une grande intelligence. Rare ou même inexistant, les hommes qui ont autant d'esprit que Dassine dans le regard. Moussa et Dassine s'aimaient d'un amour fou au début des années 1900. Un amour qui va survivre au temps et aux épreuves. La poésie de Dassine perçait le cœur du grand homme local. Tu es plus beau qu'un dattier chargé de fruits sucrés. Tu es plus émouvant qu'une promesse de pluie. Tu es plus rayonnant que le cristal de glace au plus froid de l'hiver. Lui l'appelait la rose du regard, la lune blanche, la fille de l'étoile. Sa sœur jumelle du soleil, elle l'appelait le lion, le juste, le croyant, l'époux de ma pensée. Pourtant, Dassine épousera un autre homme, un flâne qui lui donnera un fils, Sidi Moussa le lionceau. Était-ce pour fonder un foyer qu'elle préféra un homme aisé et stable à l'âme locale guerrier au cœur de poète? Par désespoir, Moussa Ayamstan l'aperçoit comme la colombe et l'hyène, le lit et la tombe, le ciel et l'enfer. Il s'éloigne, il a choisi la fièvre, les bêtes sauvages, les blessures, la lance glorieuse, la soif, la faim, le vent et l'aridité du désert. Il se lance dans la guerre, veut mourir en combattant et hurle dans le vent la rage de son amour englouti. 8 ans plus tard, Ayamstan revient et trouve Dassine séparée de son mari qui a pris une autre épouse. Je me suis abîmé dans ton amour comme dans une tombe. La vie s'est refermée sur moi. L'amour est intact. Ton amour, comme dans une tombe, la vie s'est refermée également sur moi. L'amour intact, le désert lui-même n'est pas assez vaste, pour séparer nos cœurs. À vous, l'âme locale. Dassine lui confie son fils Sidi Moussa, âgé de 16 ans,
pour lui enseigner l'art de la guerre. L'adolescent part au combat et est tué 2 ans après. Dassin s'enferme dans la solitude et le malheur. Agamstan est atterré par le désespoir de sa bien-aimée. Quand m'ensevelissent dans l'infini du désert, à qui meurt d'amour immense, il faut un immense oubli. Moussa Agamstan, l'âme locale du regard, s'éteint le 23 décembre 1920. Abattue, celle qui n'a jamais cessé de l'aimer lui adressa ces mots. On est venu me dire que tu es mort. Je monte sur la colline où est ton tombeau. Je prends des pierres, j'enterre mon cœur. L'amour, c'est pendant la vie qu'il se donne. À la mort, on n'apporte que des pierres. La mort qui te fait les yeux creux et une bouche sans lèvres te rendra auprès d'Allah ton visage de vie. L'amour est plus fort que la mort. En 1935, Dassin s'éteindra à son tour. La princesse et l'âme locale du regard reposent côte à côte à Tamanrast, liées par l'éternité, par la force de l'amour et de la poésie. Écoutez, il y a d'autres personnes, d'autres personnages. J'aurais pu parler aussi de Tinhinan. Tinhinan qui était également la reine des Touaregs autour du 5e siècle, qui est partie de Tinmal au Maroc, accompagnée de Fakama, sa compagne. On dit qu'on a retrouvé des restes à Abalessa, là où était son tombeau. On prétend que les restes qu'on a trouvés sont squelettes qui est gardé au musée du Bardo à Alger. J'aurais pu parler aussi d'autres personnes qu'on connaît un peu plus, les écrivains comme Siadjba par exemple, ou connu sous son vrai nom étant Fatma Zahra Himalayan, et d'autres personnages aussi qu'on connaît plutôt, qui ont activé durant la Révolution, comme Malika Gaïd ou comme Hassiba Ben Bouali, comme il y en a d'autres, évidemment. Il y a la dame Ghil Hariz, il y a Jamila Bouhired, enfin, sont nombreuses, toutes ces dames qu'on pourrait citer également. Une autre personne qu'on appelle Zulikha Ouday, cette Zulikha Ouday a connu une fin tragique, c'est une grande résistante, cette dame-là de Hadjout, que les parents ont arrêtée et qu'ils ont torturée pendant 10 jours, et ensuite ils l'ont balancée du haut d'un hélicoptère, 1957. Il y a un agriculteur qui a retrouvé des restes. Il a déclaré que c'est les restes d'une personne menottée. Et justement, cette dame-là, quand elle a été arrêtée, elle a tout le temps été menottée, accrochée à un camion qui l'a traînée. Et évidemment, ces menottes-là, fort probablement, sont l'indicateur du moins, qui pourrait confirmer les restes de cette dame-là, qui a combattu jusqu'à sa mort le colonialisme. Enfin, il y a d'autres personnages, évidemment, mais comme je vous ai dit, je me suis réservé à certains. J'ai fait un choix. Merci. Merci beaucoup, Ahmed. Avec plaisir. Donc, ça montre qu'il y en a beaucoup. Oui. Exactement, on est ensemble avec toi depuis 93 minutes. Et juste pour information, on a eu des pics de participants sur le live YouTube jusqu'à 75 personnes qui suivent. Et donc, ça passionne, hein, on voit de partout là aussi des connexions. Merci. Commission en France, il est 22 heures. Il y en a pas mal qui suivent depuis la France. Et je sais aussi, il y en a beaucoup au Canada. Est-ce que, Rachid, on va laisser, on prendra quand même quelques questions pour le débat.
Oui, enfin, tu modères le débat, Jafar, en tant qu'expert. D'accord. Ah, est-ce que vous Ouais. avez, on prendra deux, trois questions éventuellement. Je vais voir sur YouTube s'il n'y a pas de questions écrites. Ouais. On peut intervenir, Jafar? Oui, Mohamed, on t'entend. Hein. Tu peux. D'accord. Alors, donc moi, je voulais déjà remercier Monsieur Abed. Merci pour ces récits historiques assez détaillés. On voit vraiment que c'est un passionné d'histoire. Voilà. Et donc, Plaisir, ma question est la plaisir. suivante. Est-ce que d'après vous, les Berbères aujourd'hui en Afrique du Nord vivent librement ou sont toujours sous domination coloniale? Ben, écoutez, domination coloniale, je ne sais pas si on peut attribuer ça à une domination coloniale. Moi, je dirais qu'ils vivent sous aliénation, beaucoup plus. Les gens sont aliénés à leur identité, à leur patrimoine. Ils seraient, comment dire, d'une utilité absolue si on révisait un petit peu les positions idéologiques qui ont toujours accompagné les, comment dire, les politiques depuis certainement depuis l'indépendance, et même, je dirais même à l'époque française, le colonialisme français n'a pas été très tendre vis-à-vis la dimension historique, comment dire, la dimension historique à Nazir. Si certains se sont, comment dire, adonnés à des études et des recherches absolument passionnées et passionnantes aussi, d'autres plutôt étaient au service du colonialisme. En tant qu'intellectuel, je déplore ce côté-là, mais aujourd'hui, on ne veut pas faire le procès de ces gens-là. Ils travaillaient pour une cause, certainement, mais ce que je déplore, c'est de lire, par exemple, certaines contributions et d'évaluation ou de prétendre qu'une société, mettons, si je cite un écrivain comme un historien comme Gauthier, par exemple, qui prétendait que l'Afrique du Nord était retardée, était arriérée comparativement à l'Égypte. Moi, je dirais d'un autre côté, qui peut-on, quelle est la nation qu'on peut comparaître, avec qui on peut faire une comparaison avec l'Égypte de cette époque-là, avec son développement, etc., et à laquelle ont participé évidemment il y a une participation en Asie, même si on ne la met pas en lumière. Aujourd'hui, on commence à la découvrir, comme on a découvert l'Andalousie et l'apport à Nazir, que ce soit au niveau architectural, que ce soit au niveau de l'agriculture, etc. Maintenant, on commence à reconnaître cette dimension-là, comme en Égypte aujourd'hui, sachant que même dans le panthéon égyptien, beaucoup de ces dieux dont on parle sont d'origine amazigh, même dans les noms. On dit, les noms principaux, comme tout à l'heure j'ai évoqué Neith, mais je peux évoquer Osiris, je peux évoquer Isis, je peux évoquer Nephthys, même dans tous les noms où il y a le nom de Amen ou Amon est typiquement berbère. On prétend même que la pharaone Hatshepsut, dans le nom, il y a la déclinaison de Hatshepsut, il y a le nom de Tefsut au milieu. Donc, moi, je dirais, c'est enseigner aux enfants leur réelle histoire et non pas l'oblitérer, non pas l'écorner, non pas la triturer, faire passer une idéologie plus qu'une autre, c'est-à-dire écarter le domaine historique de toute idéologie. Ça, ce serait l'essentiel pour tout le monde, pour ramener, comment dire, certaines valeurs à cultiver. Qu'est-ce que c'est la richesse d'un patrimoine? Qu'est-ce que c'est? L'Afrique du Nord a amené énormément de choses au niveau patrimonial mondial. Voilà ma réponse. Merci. Je pense Nassar, j'ai vu Nassar lever la main. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Abed, pour ces portraits de femmes exceptionnels, donc, de la Berbérie, on va dire, de l'histoire des Berbères.
Donc, vous les avez présentées souvent comme des guerrières, comme des influenceuses, comme des conseillères ou comme des femmes de littérature. Donc, est-ce qu'on peut relever quelques cas où elles avaient vraiment un réel pouvoir politique, donc au sens actuel? Et l'autre question, est-ce qu'on pourrait dire que chez les Berbères, donc la femme berbère avait une place importante au sein des décisions politiques? Est-ce qu'on lui réservait vraiment une place importante dans le cadre des décisions politiques et dans le cadre de l'exercice politique? Voilà. Ben, pour répondre à ça, ben, comme je vous ai dit, les sources ne sont pas très, comment dire, abondantes à cet égard-là. On peut pas. Mais par contre, s'il y a des grands personnages qui se sont affirmés à travers des siècles de l'histoire, on dit bien que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est sûr que bon, comme tel, j'ai parlé d'Eria qui a exercé évidemment une autorité, un pouvoir au point d'être, comment dire, de commander une résistance absolument extraordinaire qui a laissé sa marque. J'ai parlé de Zeynep Thamzout qui a été effectivement une femme qui avait son mot à dire au niveau des décisions politiques de son mari et qui était sa conseillère numéro un. Je veux dire, c'est elle qui guidait un peu ses actions. Et ça s'est reflété, comme je le disais tout à l'heure, dans la société almoravide, même si c'était une société marquée par une empreinte religieuse, mais avec quand même une certaine liberté qui a été oblitérée par la suite par le pouvoir almohade. Ben, ce que je souhaite, sans aller dans le détail de toutes les autres personnes qui ont, comme je vous ai dit, le peu de sources qu'on a à cet égard-là, ne peut pas faire de moi quelqu'un qui va témoigner, oui, de manière sûre et assurée que des femmes ont joué un rôle prépondérant. Je voudrais, mettons, j'avais omis de parler un peu de Sophonisque tout à l'heure, qui a, mettons, été au milieu de cette histoire entre Sifax et Massinissa. Est-ce qu'elle a joué un rôle quelconque? Oui, elle a joué un rôle, non pas, elle a été, comment dire, un objet de négociation. Elle était comme un butin à ramasser pour, comment dire, pour le profit des intérêts de la caste carthaginoise qui s'apprêtait, enfin, qui contrôlait le royaume carthaginois. Donc, elle était au milieu d'un. Est-ce qu'elle a, comment dire, bénéficié d'un quelconque avis à donner ou est-ce que sa décision a été prise en compte? Non. L'histoire nous dit, bon, c'est sûr que moi, je me méfie beaucoup de ce qu'on raconte comme ça parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Autre chose, quand il y a eu le conflit, entre l'Église catholique romaine et les donatistes, il y avait une femme qui était à l'origine, semble-t-il, en tout cas du début de ce mouvement-là. Pourquoi le mouvement donatiste? Les donatistes étaient des africanistes. Comment dire, ils défendaient leur décision et le choix de leur décision, c'est-à-dire que à l'élection qui était arrivée, comment dire, on était arrivé au temps d'élire l'évêque de Carthage et les Africains voulaient élire leur propre évêque et non pas se soumettre à la décision de celui qui allait être désigné par Rome. Donc, il y a eu conflit. L'Église de Rome voulait imposer un évêque pour commander l'Église africaine. Les Africains l'ont refusé. Il semble-t-il qu'une dame, je ne me rappelle pas je crois Cécilia ou quelque chose comme ça, on l'accuse d'avoir traficoté les élections. Pourquoi? En payant des gens, étant donné que c'était une personne qui était très riche, elle a acheté des votes, semble-t-il,
pour gagner l'élection au fait que les Africains votent pour un évêque africain et non pas, ils refusent l'évêque désigné par comment dire, l'Église centrale romaine. Si on prend ce cas particulier, on voit qu'une femme, oui, elle a agi avec un certain pouvoir. Vous allez me dire le pouvoir de l'argent, c'est ce qu'on dit, mais on n'a pas de preuve formelle qui affirme cela. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les Africains ont défendu leur cause pour une église africaine avec un évêque africain et non pas un évêque désigné par Rome. Et pourtant, plus tard, saint Augustin les a combattus. Et Augustin était peut-être un grand penseur, un grand philosophe, celui qui a initié la pensée occidentale, dont Descartes et compagnie se sont inspirés. Mais au point de vue nationaliste, il ne l'était pas, comme l'avait relevé à juste titre Ketib Yassine. C'est un avis d'ailleurs que je partage pleinement. Voilà. Merci. Merci pour ces... Alors, Serge, est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport au Maroc, au Berbère du Maroc? Serge? Moi? Non, oui. non. Justement, j'ai reçu quelque chose, je vais te l'envoyer, concernant les femmes, justement, amazighes, que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Mais d'accord. Je ne l'ai pas encore lu, parce que je l'ai reçu là. D'accord, ça marche. Rachid, je crois que tu voulais dire quelque chose, mais tu es parti. Rachid? Je l'avais vu lever la main. Oui, c'est moi. Ouais. Bon, juste par rapport à Fadman Soumer Ahmed, tu as soulevé la polémique autour du film, effectivement, de Belkacem Hadjadj, comme aussi le système, le pouvoir algérien. Il a fait toute une série de films sur Fadman Soumer. Il a délégué la tâche à des acteurs syriens. Donc, c'est des acteurs syriens qui ont joué la série. Elle a soumis aussi la polémique. Donc, c'est pour dire que vraiment, Fadman Soumer, c'est un enjeu historique. Donc, il y a certaines étapes de son histoire qui ne sont pas vraiment bien claires, notamment dans le film de Belkacem Hadjadj. Il y a eu trop de place. D'ailleurs, quand il est venu à Montréal, ce que je lui ai posé comme question, qui a été donné à Boubarla. C'est comme si c'était un film sur Boubarla, en quelque sorte, ou bien il aurait dû l'appeler carrément Fadman Soumer et Boubarla. Donc, c'est quoi exactement, c'est quoi la relation entre Boubarla et Fadman Soumer? Parce qu'il y a beaucoup de oui-dire sur la relation. Est-ce qu'il y a une relation intime ou pas, ou un désir de mariage? C'est pas moi. Est-ce que tu peux nous dire? Je sais pas, j'ai pas des précisions là-dessus. Je préfère m'abstenir de rentrer dans l'intime des choses. Je préfère me réserver aux faits historiques, c'est-à-dire de l'implication de chacun. Ce qui regarde leur vie privée, moi, à mon avis, devrait rester privé. Moi, je souligne l'action révolutionnaire de cette dame qui a consacré ses énergies au combat pour repousser un ennemi. Et de l'autre côté de Boubarla également, c'est un personnage qui lui-même s'est dévoué également à une tâche enviable. Et à cet égard-là, je ne pourrais pas m'avancer moi sur ce terrain-là parce que tous les avis, évidemment, vont prêter à discussion et aussi peuvent être polémiques. Et je ne veux pas faire partie de la polémique. Je me réserve à cet égard-là, comme je vous dis, par rapport à la présence historique de personnages, maintenant, ce qui les relie à leur vie privée ou intime. Je préfère ne pas m'aventurer là-dedans. Ok, bon, c'est bon. Donc, oui. Merci. Voilà, alors, à l'heure actuelle, on a encore toujours des gens qui nous suivent sur YouTube. Il y en a 50, voire plus.
aller jusqu'au bout. On a fait quasiment 2 heures. Moi, je pense qu'à Rachid, on va arrêter la conférence et pour libérer Ahmed et libérer tout le monde, notamment ici en France. On est à 22h15. Je te remercie personnellement encore une fois, Ahmed. Je remercie d'avoir répondu, co-organisé cette conférence ensemble sur un thème complexe, dans le sens où il y a peu de sources. Tu nous l'as redit, Ahmed, parce qu'il faut vraiment creuser. Bravo pour cette recherche approfondie. On voit vraiment que tu es un passionné, un vrai, de l'histoire. Tu as tout en tête. Ça, et puis les précisions, les dates, les noms, ça, c'est pas donné quand même. Il faut écrire un livre. Mon intention, justement, c'est de me consacrer à la vulgarisation, non pas, c'est-à-dire, je n'irai pas sur le terrain de la grande analyse historique. Je préfère plutôt vulgariser les choses pour faire comprendre, peut-être créer de l'intérêt aussi au niveau des jeunes pour s'intéresser à ce domaine-là qui est tellement mis de côté. On ne s'intéresse pas à notre patrimoine, malheureusement. Et pourtant, le patrimoine national, et je dirais même le patrimoine nord-africain par extension, est d'une richesse absolue. Si on prend juste, je ne sais pas moi, je prends l'exemple, mettons, de ce que nous avons comme vestige historique, c'est inimaginable. J'aurais aimé voir des efforts concentrés dans ce domaine pour expliquer, pour promouvoir et faire vivre aussi ces choses-là, les donner, apprendre au public à aimer ces choses, à les découvrir, en faire une industrie du tourisme. Quand je vois l'Égypte, ce qu'elle ramasse comme argent, l'Espagne, l'Italie, et nous avons un pays avec que je pourrais appeler un musée à ciel ouvert. Et malheureusement, nos sites, nos vestiges sont délaissés. Quand je vois l'état des mausolées, des grands mausolées, comme celui de Médrassen, qui est un mausolée magnifique du IIIe siècle avant Jésus-Christ, laissé dans un état de délabrement total. C'est innommable. C'est innommable. Si un autre pays avait un vestige comme celui-là, ben, il serait à la une de toutes les publicités, ou je ne sais pas, pour attirer du monde, pour lui accorder l'importance qu'il a. Et il n'est pas le seul. Écoutez, quand on prend le parc national du Tassili, plus de 72 000 km², c'est quasiment la superficie d'un pays, avec plus de 15 000 gravures rupestres et de peintures de différents siècles. Il n'y a rien, mais alors absolument rien. À cet égard-là, on peut souligner aussi le travail d'anthropologues et de chercheurs qui font des fois un travail colossal. Je peux citer Malika Hachid, par exemple. C'est une dame qui a abattu un travail colossal. Et pourtant, toutes ces choses-là sont délaissées. Il n'y a pas un intérêt tel que de temps en temps, il y a des manifestations spontanées comme ça par rapport à un événement quelconque, puis après ça tombe dans l'oubli. Voilà. Et c'est malheureux. Ouais, on espère voir ça changer et évoluer positivement. Merci encore une fois au nom de l'Association de culture berbère de Mulhouse, ACB68. Je remercie TQ5, Rachid, pour l'aide technique, l'organisation et aussi la mise en relation avec Ahmed. On espère refaire ça sur un thème, des thèmes qui sont toujours intéressants, comme celui-ci. Et je vous remercie tous, vous qui êtes sur Zoom et qui nous suivez aussi sur le live YouTube. Et à la prochaine. Et je te laisse, je pense, à la fin à Rachid aussi, si tu veux. Oui, juste pour dire, il y a beaucoup de choses à tirer de Ahmed Abed, notamment peut-être un jour on fera la conférence sur la spiritualité et les religions chez les Berbères, parce qu'il maîtrise bien le sujet, comme il en a fait un avant-goût avec les donatistes, etc. Il y a beaucoup de choses à dire aussi parce que comme la religion actuellement, c'est un sujet mondial. Donc, ça serait bien de connaître effectivement la religion et la spiritualité des Berbères à travers les siècles.
Donc voilà, ce que je propose peut-être plus tard, hein, qu'on fera ensemble de la même façon. Ceci dit, il y a des commentaires, j'ai vu beaucoup de commentaires, mais la plupart, il a déjà répondu dans ces conférences, donc ça ne vaut pas la peine de les lire. Et donc voilà, et puis je remercie votre association qui fait un bon travail. Et puis on est très content que tu puisses collaborer avec ce live. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, merci.